Parce que la crise actuelle comporte sa part de défis, mais aussi d'opportunités. Parce que les règles du jeu du commerce extérieur sont appelées à se transformer. Parce que les exportations québécoises représentent près de la moitié de notre PIB et parce que les entreprises d'ici doivent faire preuve d'agilité et de résilience pour assurer la relance et repenser l'après. La Fédération des chambres de commerce du Québec et BMO présente la nouvelle série de rencontres virtuelles 360 Corex. Invités réputés, thématiques d'actualité et solutions concrètes pour aborder cette nouvelle réalité. Une réflexion à 360 degrés pour faire le tour de la question. Les rencontres virtuelles 360 Corex, ensemble pour propulser la relance. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, donc Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle rencontre de notre série 360 Corex. Vous connaissez déjà le programme Corex, donc les corridors d'exportation, donc une série d'activités et d'initiatives de la Fédération pour promouvoir l'exportation depuis plusieurs années, mais je vous dirais encore plus dans un contexte où on se remet donc progressivement une des pires crises finalement économiques de l'histoire du Québec. On amorce aujourd'hui une nouvelle, je vous dirais, sous-section de notre programme avec une série de 3 webinaires qu'on aura donc aujourd'hui, le 16 juin et le 22 juin prochain, avec plusieurs représentants du Québec à l'étranger, donc plusieurs représentants du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier sincèrement les gens au ministère, une collaboration exceptionnelle qui va nous permettre, donc dans les 2 prochaines semaines, de parler avec pratiquement le tiers, je vous dirais, de la représentation du Québec à l'étranger. Alors, c'est très riche pour nous et c'est une très belle façon de nous amener tranquillement à la fête nationale et à un certain peut-être ralentissement de part et d'autre de nos activités pour nous permettre de profiter du soleil, se faire couper les cheveux et autres activités. Alors, je profite aussi de l'occasion pour saluer la présence de Claude Gagnon, donc président chez BMO Québec, BMO qui est évidemment le présentateur officiel de la série. Et je veux aussi prendre le temps de remercier donc les chambres de commerce qui nous ont aidés dans le recrutement des participants aujourd'hui. Donc, on sera tout près, je crois, de 200 à terme là, aujourd'hui à la conférence. Donc, c'est extrêmement apprécié. Alors, je remercie pour leur collaboration l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, l'Alliance des chambres aussi de Lanaudière, le regroupement des chambres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que les chambres de Gatineau, de Gaspé, de la Baie-des-Chaleurs, Sherbrooke, la MRC de Rivière-du-Loup et finalement de Kamouraska-Lillet. Alors, vous comprendrez à nos chers conférenciers que vous aurez des gens vraiment de partout au Québec qui seront avec nous dans la prochaine heure pour vous entendre. Alors, je vous présente sans plus tarder nos 4 conférenciers. Donc, on aura M. Éric Marquis, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales au MRIF. Et nos 3 donc représentants à l'étranger, M. Lépine, qui se passe de présentation, mais qui est néanmoins directeur des représentations du Québec en Chine, Mme Valérie Boissonneau, directrice du Bureau du Québec à Séoul, en Corée du Sud, et M. David Brulotte, donc délégué général du Québec à Tokyo, qui est un ami personnel. Alors, je me permettrai de le tutoyer si personne n'y voit d'inconvénient. Alors, bonjour David et bon matin. Alors, si je ne me trompe pas, il est 1h du matin chez vous. Alors, c'est très apprécié et merci de te joindre à nous. Bonjour, oui, en effet, 1h du matin chez nous. Voilà, excellent. Alors, écoutez, on a une présentation PowerPoint intégrée que je vais manipuler là, donc, pour nos conférenciers. Je vous avise tout de suite que la présentation sera disponible donc, par la suite. Vous recevrez un courriel avec un sondage d'appréciation et la présentation que vous pourrez donc utiliser. Et je vous invite aussi, je pense que tout le monde connaît Zoom, là, mais dans le bas de l'écran, vous pouvez lever la main virtuellement ou écrire une question. Alors, durant la période d'échange, à la fin, ça me fera plaisir de vous donner la parole. Je vous avoue que je privilégierais les réponses en direct avec peut-être une activation de caméra là, pour plus d'interactivité. Alors, je change l'écran, je mets notre présentation et je céderai la parole donc à M. Éric Marquis. Et je vous remercie d'être avec nous. Alors, bonjour à tous. Merci, M. Milliard, pour cette présentation. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour discuter de la reprise économique en Asie.
Merci également à toute l'équipe de la FCCQ pour cette fructueuse collaboration entre notre ministère et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je salue aussi mes collègues, chefs de poste en Asie, qui sont avec nous aujourd'hui, soit le délégué général du Québec à Tokyo, M. David Brulotte, le directeur des représentations du Québec en Chine, M. Jean-François Lépine, et la directrice du Bureau du Québec à Séoul, Valérie Boissonneau. Ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais nous avons aussi d'autres chefs de poste en Asie que je vais présenter rapidement. M. Francis Paradis à Mumbai, en Inde, René Sylvestre à Singapour et Gabriel Chartier à Hong Kong, que je salue chaleureusement. Et je salue également tous les membres et partenaires de la FCCQ qui sont avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif de la discussion, je tiens aussi à souligner la présence à ce webinaire de deux experts gouvernementaux sur le commerce avec l'Asie, soit M. Dominique Cousineau, directeur Asie-Pacifique et Océanie chez Investissement Québec International, et Mme Florence Théberge, conseillère experte en politique commerciale au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, nous sommes réunis aujourd'hui pour la première de 3 conférences virtuelles. Notre principal objectif est de bien outiller les entreprises québécoises pour profiter de la reprise du commerce international et pour saisir les meilleures occasions d'affaires sur 3 marchés prioritaires pour nos exportations, soit l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Nous évoluons actuellement dans un contexte d'incertitude et la relance économique post-COVID-19 ne se fait pas au même rythme partout à travers la planète. Pour se démarquer, le Québec doit innover et miser sur la créativité et l'audace de ses entrepreneurs. Nous comptons pour ce faire sur des atouts importants. Premièrement, un réseau de 33 représentations réparties dans 18 pays qui est unique parmi les États fédérés. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie a bâti depuis plus d'un demi-siècle, grâce à ce réseau, un important capital de relations politiques, économiques et institutionnelles que nous souhaitons évidemment faire fructifier avec vous. Nous sommes présents et actifs partout, là où nos intérêts l'exigent. D'ailleurs, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine Giraud, décrivait récemment ce réseau comme des fondations solides de la présence du Québec à l'étranger. Un autre atout majeur dont nous disposons, nous sommes liés à 3 grands accords de commerce international. L'ACEUM pour l'Amérique du Nord, l'AECG pour l'Europe et le PTPGP pour la région Asie-Pacifique. Ces accords représentent ensemble environ 1,4 milliard de consommateurs et de partenaires. Pour rayonner à l'étranger, le gouvernement du Québec s'est aussi doté d'une vision internationale. Donc, on passe à la diapositive, c'est la numéro 5, je crois maintenant. Le Québec, fier et en affaires partout dans le monde, vision qui a pour but de renforcer l'action économique du Québec sur le plan international, à faire de ses réseaux de puissants leviers économiques et à moderniser son action internationale. Avec cette vision, le ministère entreprend et négocie un important virage économique. Coordonnateur de l'action internationale du gouvernement, le ministère agit comme catalyseur pour accélérer le développement de marché des entreprises québécoises, mais aussi pour nos chercheurs, innovateurs et créateurs. Il est clair que l'Asie continuera d'occuper une place de plus en plus prépondérante dans les relations internationales du Québec. C'est pourquoi nos équipes, tant au Québec qu'en Asie, travaillent actuellement à l'élaboration d'une vision Asie. Nous voulons mettre en valeur les forces du Québec et appuyer les entreprises et institutions québécoises pour saisir de nouvelles opportunités et se développer davantage sur les marchés asiatiques. Ne soyez pas surpris si nous vous consultons à ce sujet au cours des semaines et mois à venir. On prévoit que la forte croissance des relations des prochaines décennies sur le plan économique se fera en Asie, notamment en raison d'une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de consommateurs qui disposent d'un important pouvoir d'achat et qui sera de plus en plus imposante. De plus, plusieurs pays d'Asie misent sur l'innovation et l'industrie 4.0, qui sont aussi des forces du Québec pour accélérer leur développement économique. On l'ignore trop, mais pas moins de 6 des 20 principaux marchés d'exportation des entreprises québécoises se trouvent déjà dans la région Asie-Pacifique. Je fais ici allusion à la Chine, évidemment, mais aussi au Japon, à la Corée, à l'Inde, à l'Australie et à Singapour. Les entreprises du Québec
ont exporté dans ces pays pour plus de 7,2 milliards en 2019. Compte tenu que l'Asie a affronté la pandémie avant nous, ce continent semble émerger de la crise actuelle plus rapidement. Plusieurs pays sont déjà fort avancés dans la reprise graduelle de leurs activités et dans les mesures de déconfinement, notamment au Japon, en Corée et en Chine. Ce contexte rappelle l'importance de la diversification des marchés et des sources d'approvisionnement des entreprises québécoises afin de pallier aux perturbations et aux fluctuations mondiales. Dans le contexte actuel, nos équipes font preuve de créativité pour revoir nos façons de travailler et améliorer notre offre de services pour appuyer les entreprises dans la relance économique. Nous travaillons de pair avec nos partenaires et les autres ministères et organismes du gouvernement du Québec, ainsi que leur clientèle, sur des stratégies de relance. À cet égard, les bureaux régionaux et d'Export Québec du ministère de l'Économie et de l'Innovation, en cours d'intégration à Investissement Québec, joueront un rôle important pour la reprise et le développement des exportations des entreprises québécoises. Ils travaillent en concertation avec nos équipes des représentations du Québec à l'étranger pour vous aider à augmenter vos exportations et diversifier vos marchés à l'international afin que ces marchés deviennent vos marchés. En conclusion, l'économie mondiale vit des bouleversements profonds et les activités du commerce extérieur sont ralenties. Mais le Québec doit agir vite pour consolider sa position dans ses marchés d'exportation traditionnels, accentuer ses efforts pour innover et dénicher de nouveaux secteurs d'activité dans les marchés les plus prometteurs, notamment en Asie. Nos représentations à l'étranger sont vos partenaires sur le terrain. Elles ont l'expertise, le réseau de contacts, la créativité, mais surtout la volonté de faire une différence au quotidien pour vous aider à réaliser vos ambitions internationales. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous 3 de ces partenaires d'élite à qui je vais maintenant céder la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Marquis. Avant de céder la parole à M. Lépine, je crois comprendre qu'il y a eu un petit problème avec le visionnement de certaines diapositives. Donc, moi, ça apparaît très bien à mon écran. Est-ce que vous voyez, M. Marquis, par exemple? Vous voyez la présentation? Oui, maintenant, je les vois bien. Alors, j'ai fait un reboot, comme on dit. Alors, mais je pense qu'on a très bien pu suivre. Alors, merci beaucoup. Et je céderai la parole maintenant donc, à M. Jean-François Lépine. Merci beaucoup, Charles. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est parce qu'on ne voit pas les changements qui se font, à moins que je n'ai pas le bon écran. Mais donc, je ne suis pas sur mon début à moi. Donc, moi, je vois la diapositive avec votre nom. Est-ce que… Je ne vois pas ça, moi. C'est bizarre, là. Vous voyez l'écran de M. Charles. Il faudrait activer le diaporama. C'est important. Ouais, il faut activer le diaporama. Oui, c'est exact. Alors, en attendant, parce que c'est important, on se réfère un petit peu à ça. Voilà, ça va bien. Donc, il faudrait l'activer, passer même à la deuxième tout de suite pour tester. C'est fascinant. On voit pas la même chose, mais je vais y aller. Parfait. Alors, voilà. C'est très bien. Excellent. Alors, écoutez, d'abord, désolé pour ce petit malentendu. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout va bien. Donc, je voudrais encore une fois remercier mes 2 autres collègues, David et Valérie, remercier Éric, notre sous-ministre adjoint, et toute l'organisation, en fait, de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est impressionnant de parler vraiment aux différentes régions. C'est la deuxième fois que je travaille avec la Fédération des chambres de commerce depuis que je suis revenu en Chine, au Québec temporairement. Et c'est très important pour nous de nous permettre, comme vous le faites, de passer nos messages. En fait, c'est ça qu'on veut faire dans ces événements-là, c'est-à-dire essayer de vous convaincre de venir nous voir, de venir profiter de nos services, parce que nos services sont importants et vous payez pour ça de toute façon. Comme je dis souvent, l'Asie pour nous, David, Valérie et moi, c'est très important. Forcément, on y est très attaché globalement. Hein? C'est 3 des 5 plus grandes économies de la planète qui sont dans nos territoires, l'Inde, le Japon, la Chine. C'est très important. C'est la région du monde où globalement la croissance économique entre 6 et 7 % est la plus forte sur la planète. C'est plus de la moitié de la population du globe.
évidemment, au milieu de tout ça, moi, je vais prêcher un peu maintenant pour ma paroisse. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, vous le savez, la deuxième économie du monde. Certains calculent la classe déjà en termes de première économie de la planète. Eh bien, le Québec est là depuis 1998. On a ouvert à Pékin d'abord, ensuite à Shanghai, vous le voyez sur la carte un peu plus bas. En 2016, quand je suis arrivé, on a ouvert un bureau à Qingdao, dans une province, la province du Shandong, petite province de 100 millions d'habitants. En Chine, toutes les proportions sont un peu absurdes, avec laquelle le Québec a une entente particulière depuis plusieurs années. Donc, on a décidé d'ouvrir un bureau dans cette ville, Qingdao, qui est sur le bord de la mer. C'est de là que vient la fameuse bière Tsingtao, que vous connaissez. Ensuite, on a ouvert l'an dernier Shenzhen. Shenzhen, c'est une ville qui n'existait pas il y a 30 ans, une ville de 20 millions d'habitants, qui est aujourd'hui une des capitales. Certains disent la Silicon Valley de la Chine, mais il y en a plusieurs Silicon Valley ou l'équivalent en Chine. Et c'est une ville extrêmement dynamique où il y a de grandes compagnies comme par exemple BYD, le plus grand fabricant de voitures électriques au monde. Alibaba a un centre de recherche extrêmement important là-bas. Donc, des entreprises richissimes, mais aussi qui ont des tentacules partout dans le monde et qui sont des grandes multinationales extrêmement dynamiques. Et puis, Hong Kong, que vous voyez en bas, le Québec a eu par période des bureaux, des délégations même là-bas. On a réouvert il y a quelque temps un bureau d'immigration, mais maintenant, c'est devenu un bureau du Québec à part entière où on va aussi mener d'autres activités que seulement des activités d'immigration. On peut passer à l'autre diapositive, Charles, s'il vous plaît. Les relations économiques du Québec avec la Chine sont extrêmement importantes. C'est notre deuxième partenaire économique en importance après les États-Unis. Si vous voyez, en 2018, on a eu une année fantastique à l'époque, 27% de nos augmentations de nos exportations dépassait le Canada en proportion à l'époque. En termes d'augmentation de nos exportations, la part de nos exportations canadiennes était comparable à la population du Canada en proportion. Mais en 2019 est arrivé le conflit qu'on connaît encore aujourd'hui, l'arrestation en décembre 2018 de Mme Meng Wanzhou et le début de ce conflit diplomatique entre la Chine et le Canada qui a nui beaucoup à nos exportations en Chine. Vous le voyez, moins 7,5%, diminution donc de 7% de nos exportations en 2019. C'est mieux comme performance que la moyenne canadienne qui a été de moins 16%, mais c'est quand même une année difficile. On croyait que tout ça était résolu et ça allait beaucoup mieux vers la fin de l'année 2019 quand la pandémie a éclaté en Chine. Et vous le voyez déjà là, début de janvier à mars, les 3 premiers mois, encore une fois, diminution de nos exportations vers la Chine. Encore une fois, une moyenne meilleure que la moyenne canadienne, mais c'est une situation difficile. Maintenant, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de la Chine? Eh bien, la Chine est la première grande puissance à sortir de la crise de la COVID-19. Et ça, c'est très important parce que c'est dans ce pays-là qu'on voit des guides de la reprise, justement, de ce qui va éventuellement se passer pour nous. Et on peut dire que les activités ont complètement repris au moment où on se parle en Chine. Et puis, l'Asie, la Chine en particulier, c'est un monde résilient, c'est un monde qui est capable de se remonter rapidement. Eh bien, les Chinois, on peut dire que l'économie fonctionne à peu près à 85% actuellement. Les Chinois ont lancé, comme ils le font souvent après la crise de 2008, par exemple, la grande crise financière, une offensive absolument importante pour relancer leur économie, comme on va le faire chez nous, mais dans des proportions de la grande Chine, deuxième économie de la planète. Alors, il y a eu des milliards de dollars qui ont été lancés. La nouveauté cette fois-ci, c'est que pour relancer son économie, la Chine mise beaucoup sur les grandes entreprises privées dont je vous ai parlé, comme Alibaba, BYD, ces grandes multinationales chinoises. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois est extrêmement endetté. Il doit donc profiter du dynamisme du privé. 75% de l'économie en Chine est, en guillemets, privée. Et donc, on a lancé des offensives importantes sur 2 fronts. Un, profiter de la classe moyenne chinoise, 450 millions d'individus, une puissance économique redoutable quand on pense que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale avec une classe moyenne d'à peu près
au maximum 180 millions quand tout allait bien. Et donc, la Chine a un potentiel énorme. Elle veut s'en servir en stimulant par toutes sortes de mesures, y compris avec l'aide des grandes compagnies privées, des mesures d'incitation à la consommation, bons d'achat, grandes foires sur le web, etc., etc. Donc, miser sur la classe moyenne et la consommation de la classe moyenne. Très important pour le Québec puisqu'on a des produits de qualité, des produits de consommation à offrir dans un marché qui veut de la qualité et qui est prêt à payer. Et puis, la deuxième offensive chinoise, c'est la suite de ce qu'on appelle le Made in China 2025, cette volonté de la Chine de relancer son entreprise et d'en faire l'industrie 4.0 de la planète. Donc, l'industrie la plus sophistiquée de la planète. Et ça veut dire des milliards de dollars qui ont été annoncés pour investir dans ce que les Chinois appellent les nouvelles infrastructures. La Chine a développé les chemins de fer, les routes, les ports au cours des dernières décennies qui en ont fait une puissance d'exportation redoutable. Maintenant, on veut développer le 5G, bien sûr. On veut développer l'électricité à très haute tension. On veut développer l'application industrielle de l'intelligence artificielle à grande échelle, l'Internet industriel. Bref, tous les réseaux qui vont permettre à cette industrie 4.0 fondée sur l'innovation, la créativité, la science, permettre donc qu'il y ait des infrastructures pour soutenir tout ça. On va aller à la diapositive suivante. Dans ce contexte-là que je viens de vous décrire, les secteurs extrêmement forts du Québec sont le secteur de l'éducation, nos institutions de haut savoir. Les Chinois veulent profiter de nos centres de recherche, de ce qu'on fait et s'alimenter chez nous. La culture et les industries créatives, j'ai parlé de la consommation, de la classe moyenne chinoise, c'est une industrie qui est en plein boom pour des entreprises, autant le Cirque du Soleil que les théâtres pour enfants du Québec, que les musiciens du Québec. C'est une entreprise, les consommateurs chinois vont stimuler ça de façon extrêmement importante. Construction et technologie propre, on construit encore en Chine, mais on accentue le développement de la construction sur les besoins environnementaux de la Chine qui sont énormes. On veut vraiment développer une économie verte en Chine à l'échelle d'1,4 milliard d'habitants. Imaginez les marchés possibles pour le Québec. Transport terrestre et aéronautique, on est fort là-dessus au Québec. Il y a je vous montrerai tantôt un exemple très concret, une expansion qui continue dans ce domaine-là. Et puis, je vous l'ai dit, les technologies de l'avenir et l'innovation, c'est le secteur qui va être le plus en demande en Chine dans le cadre du développement de ce qu'on appelle le Made in China 2025. Prochaine diapositive. Je voudrais vous donner un exemple, simplement un petit exemple, et je vais terminer là-dessus pour vous montrer à quel point le dynamisme de la Chine est quelque chose dont on ne peut pas ne pas profiter. Je vous donne simplement une petite région de la Chine, c'est 1% du territoire, ça s'appelle le delta de la rivière des Perles. La rivière des Perles passe par Canton, descend vers la mer, débouche dans la région de Hong Kong, de Macao. C'est une région, encore une fois, qui est petite par rapport à la Chine, mais c'est une région d'une prospérité absolument inouïe. C'est 9 villes de taille mondiale, comme Shenzhen, dont je vous ai parlé, Canton, mais aussi 2 autres importantes qui s'ajoutent dans cette grande région-là, Hong Kong et Macao, qu'on veut intégrer à tout ça. Une population de 71 millions d'habitants, donc 1% du territoire de la Chine, 5% de la population de la Chine, mais où se concentre 12% du PIB chinois. Pourquoi? Parce que c'est une grande concentration de recherche, de développement industriel de pointe, de centres de haut savoir et qui est d'un dynamisme absolument inouï, ouvert sur le monde dans cette province qui est la province du Guangdong, qui est la province la plus ouverte sur le monde en Chine. Toute cette petite région-là, 1% du territoire chinois, c'est 2,2 milliards de produits en dollars canadiens de produits intérieurs bruts. C'est l'équivalent à peu près ou bientôt du produit intérieur brut canadien. Imaginez le dynamisme de tout ça. Alors, je vais passer la diapositive suivante pour arriver à la conclusion parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Ce qu'on dit aux entreprises du Québec, pendant qu'on ne peut pas encore se revenir en Chine, pendant qu'on ne peut pas encore voyager,
c'est vraiment de suivre les développements de la Chine. Comme je viens de vous présenter les derniers développements qui sont importants pour nous. Il faut aussi contacter nos partenaires sur place. Et si vous n'en avez pas, on peut vous aider dans vos domaines à trouver des partenaires. C'est extrêmement important, des partenariats dans des marchés lointains comme ceux de l'Asie. Il faut profiter des circonstances pour revoir sa stratégie d'affaires et s'adapter. Je pourrais vous donner un exemple d'une compagnie, Baby Love, qui est une compagnie qui fabrique des produits pour nouveau-nés et petits-enfants de haute gamme. Ces gens-là, en mars et en avril, ont augmenté leurs ventes en Chine de l'ordre de 30 à 50 simplement en revoyant toute leur stratégie sur les médias sociaux et sur le commerce électronique. Alors, donc, revoir son offre, voir les opportunités, être prêt à agir rapidement. On est là pour vous accueillir et on est là pour vous aider dès maintenant avec nos gens sur place pour que vous puissiez prendre contact avec le marché et vous familiariser avec les options qui sont là pour vous. J'arrête maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lépine. Alors, on va poursuivre tout de suite de l'autre côté de la mer de Chine, si je ne me trompe pas, avec Valérie Boissonneau. Bonjour tout le monde. Donc, grand privilège d'être avec vous aujourd'hui virtuellement. Merci à la FCCQ de rendre cette conférence possible. Merci aussi aux collègues. On va tous le dire. Et sachez qu'aujourd'hui, on a tous le même objectif, 3 territoires différents, mais l'objectif, c'est vraiment de vous inviter à visiter l'Asie. Alors, l'Asie, c'est près de 52 millions d'habitants, entourés des grands géants asiatiques. Le Japon, merci pour le changement de diapo, le Japon, la Chine, la Russie, et c'est concentré sur un territoire d'environ 17 fois plus petit que le Québec. C'est le 11e partenaire commercial du Québec et le 3e en Asie. Au cours des 10 dernières années, la croissance de l'économie de la Corée a été une des plus dynamiques au monde, avec une augmentation moyenne de 3,3 % de son PIB. En Corée, la devise nationale non officielle, c'est Pali Pali, et j'aime le répéter parce que quand on va en Corée, on comprend la signification qui est vite, en fait. En Corée, le développement est rapide. Tout ce qui se passe, c'est toujours à la vitesse grand V. Faut se rappeler qu'en 1957, la Corée était considérée comme un des pays les plus pauvres dans le monde. Haïti, à l'époque, était 5 fois plus riche que la Corée. En revanche, le développement économique du pays va être exemplaire. En l'espace de 30 ans, la Corée va devenir la 15e économie au monde et le 5e pays, et aujourd'hui, la 12e et le 5e pays exportateur. Plusieurs entreprises au Québec ignorent encore que le climat d'affaires de la Corée est l'un des plus accueillants en Asie. En raison notamment de la grande importance accordée aux infrastructures, de la qualité de sa main-d'œuvre hautement qualifiée et instruite, et de ses normes supérieures en matière de gouvernance. Mais aussi, il faut se rappeler que l'influence américaine est omniprésente en Corée, et ça, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais également après la guerre de Corée en 1957, parce que les États-Unis ont vraiment appuyé la reconstruction du pays, et ça marque vraiment la culture d'affaires sur place. Il y a aussi également l'accord de libre-échange Canada-Corée qui offre aux exportateurs québécois un accès préférentiel à l'économie coréenne. En 2019, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Corée chiffraient environ 3 milliards de dollars, une hausse de 3,1 % par rapport à 2018. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Chine. Toutefois, le Québec a fait le choix d'être présent en Corée depuis 1991 avec un bureau basé à Séoul qui offre aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs, aux institutions québécoises des services, des conseils personnalisés pour développer le marché coréen. Les principaux clients de la Corée, ce sont la Chine, le Japon, l'Union européenne et également les États-Unis. Et ça fait de la Corée une base stratégique pour les entreprises québécoises et les investisseurs qui cherchent à accroître leur présence en Asie. Changement de diapo. Les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Changement de diapo, ouais, c'est bon. Les conséquences de la crise sanitaire actuelle avec le coronavirus, dont on mesure encore mal les effets aujourd'hui, vont inévitablement peser sur les performances économiques de la Corée en 2020. Toutefois, en 2019,
Le bilan était somme toute positif, 2 de croissance, 0,5 d'inflation, taux de chômage relativement bas à 4 Mais bien entendu, cette année, les prévisions du FMI indiquent une croissance négative, comme on le verra ailleurs dans le monde, à 1,2 mais les analyses restent tout de même optimistes pour 2021 avec la reprise, avec une croissance anticipée de 3,4 Changement de diapo, s'il vous plaît. Il faut savoir que l'économie de la Corée est dépendante du contexte mondial et des exportations, ce qui ressemble beaucoup au cas du Québec et bien sûr aussi de la consommation intérieure. 80% des partenaires commerciaux de la Corée sont liés par des ententes de libre-échange. La Corée est vraiment championne en ce qui a trait aux ententes de libre-échange. Le Canada ne fait pas exception depuis 2015. L'accord signé s'avérait excessivement important pour les entreprises québécoises parce que celles-ci se retrouvaient comme désavantagées par rapport aux entreprises des États-Unis ou même de l'Union européenne en raison de l'abolition des droits de douane. Changement de diapo. Depuis janvier 2019, c'est 95% déjà des produits présentement exportés par le Canada qui bénéficient d'un accès de franchise de droit en Corée et à terme, c'est 99,75% des droits de douane qui seront abolis et dans le fond pour nos exportations canadiennes. Parmi les tarifs, on peut souligner par exemple le porc qui avait en 2014 21% de droits de douane et ceux-ci d'ici 2028 vont être complètement abolis. Donc c'est vraiment un outil précieux. Des entreprises coréennes sont également actives sur le territoire du Québec, principalement dans les secteurs de haute technologie, jeux vidéo, intelligence artificielle, industrie pharmaceutique. Et pour donner un exemple, en 2017, l'entreprise Green Cross a inauguré son usine de pointe de fractionnement plasmatique à Montréal, de même que son siège social. C'est un investissement de 4 millions de dollars canadiens. C'est le plus important, en fait, investissement depuis les dans ce secteur pour le Canada et le Québec également. Changement de diapo. En fait, revient à la diapo. Excuse-moi, je suis allée trop vite. Merci, Charles. La crise a certainement affecté les prévisions de croissance de la Corée, mais la résilience et l'esprit compétitif des Coréens, mais comme Jean-François le mentionnait, des Asiatiques de façon générale, arrive toujours à rebondir et à se réinventer. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est formidable. Le ministre des Finances annonçait le 7 mai dernier le New Deal coréen. Donc, il s'agit d'une série de politiques conçues pour soutenir la reprise économique post-COVID. Et le gouvernement s'engage à investir 85 milliards de dollars canadiens d'ici 2025 pour la relance. On voit le parallèle avec le New Deal que le président américain Roosevelt présentait dans le cadre de la Grande Dépression, mais au lieu de construire des grands travaux publics, des ponts, des routes, le New Deal coréen se concentrera sur l'expansion de l'infrastructure et des services numériques avec l'utilisation massive des technologies d'intelligence artificielle et de la 5G. On souhaite vraiment développer des secteurs de pointe, la cybersécurité, les fintech, l'économie verte sera une priorité, mais également le développement des petites et moyennes entreprises sera au cœur de la reprise. Le New Deal a comme objectif de restructurer l'économie d'ici 2-3 ans et relancer la croissance par l'innovation. Changement de diapo. La Corée est l'une des économies, on dirait qu'il en manque une, mais c'est pas grave, l'une des économies les plus innovatrices et l'un des principaux bailleurs de fonds en recherche et développement dans le monde. Je pense que c'est l'autre d'après, Charles, la diapo. Oui, exactement, merci. En 2019, la Corée a investi pas loin de 4 de son PIB en recherche et développement et ça, c'est plus que ce qu'investit Singapour et la Suède selon le Bloomberg Innovation Index, par exemple. Il faut se rappeler que l'année dernière aussi, la Corée était le premier pays à commercialiser la 5G avec Samsung qui lançait son premier téléphone capable d'utiliser les applications 5G. Et donc, dans ce contexte sophistiqué, la Corée a adopté un système de protection de droits de la propriété intellectuelle de pointe
et les autorités font vraiment attention au respect des droits et à la lutte à la contrefaçon. On voyait une question là, sur le chat tout à l'heure. Donc, en Corée, c'est vraiment une grande priorité. En 2018, le Canada et la Corée ont signé une entente de coopération en sciences et technologies et innovation qui permet d'accroître les possibilités d'accès des entreprises, des instituts de recherche et des universités aux technologies et aux fonds de recherche coréens, en plus de favoriser la mise sur pied de partenariats stratégiques. Plus tôt cette année, Mila signait une entente de collaboration avec l'Institut national de recherche en électronique et en télécommunications pour développer conjointement des nouvelles solutions, des nouvelles technologies intégrant l'intelligence artificielle. 2017, déjà, le CRIAC a signé une première entente avec le Korea Institute of Industrial Technology, KITEC, qui est quand même un regroupement de recherche bien connu, pour intensifier la collaboration dans le secteur de l'aérospatial. Changement de diapo. Oui. Bref, la Corée, donc c'était les secteurs, ouais, c'est ça. Donc, il y a eu un petit mélange dans la présentation. Dans les secteurs prioritaires pour le Québec, pour vous, les entreprises québécoises, donc c'est vraiment encore les secteurs de pointe qui intègrent des technologies d'intelligence artificielle, les voitures autonomes, l'industrie 4.0, les fintech, la cybersécurité, sciences de la vie, mais également l'industrie du bioalimentaire, le multimédia et le divertissement. Ensuite, ben, c'est ça. Donc, finalement, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais terminer, c'est je dirais que pour avoir du succès en Asie, il faut bien connaître son produit. Il faut connaître ses forces, ses faiblesses, étudier les joueurs sur le terrain avant de s'y rendre. Avec la Corée, c'est un exercice tout à fait possible. On peut cartographier par région où se trouvent nos partenaires potentiels. Et le Bureau du Québec est là pour vous aider dans vos démarches et vous accompagner et également vous insérer dans un réseau qui facilitera votre aventure. Vous voyez, il y a des entreprises qui s'affichent, qui sont déjà présentes et actives sur le territoire, mais il faut aussi être conscient que tout ne peut pas être exporté en Corée. Et donc, je suis vraiment sur cette question. Non, on ne peut pas tout exporter en Corée. La Corée, c'est un marché sophistiqué, un marché de pointe. Est-ce que les entreprises québécoises sont suffisamment compétitives, innovantes et créatives pour oser se présenter comme étant la norme à atteindre? Je pense que oui. Et Element AI est un excellent exemple. Je termine là-dessus avec cet exemple. En Corée, la compagnie conseille les plus grands chaebols, les plus grands conglomérats, SK, Hyundai, Hanwha, avec un groupe où ils investissent 45 millions de dollars pour trouver des solutions en intelligence artificielle. Et on pouvait lire dans les journaux, Element AI helps Korean firms get smarter. Donc, je pense que je terminerai là-dessus pour ne pas prendre le temps à David pour sa présentation. Mais bien qu'on a près de 10 000 kilomètres qui nous séparent, le Québec, la Corée, l'Asie, ce sont des territoires pour vous et c'est possible d'avoir du succès. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mme Boissonneau. Je rappelle que vous aurez accès à la présentation donc suite à la conférence. Donc, ça me fera plaisir de vous la faire parvenir. Et donc, maintenant, en direct de Tokyo, on a donc M. David Brulotte qui, à défaut de nous parler des Jeux olympiques qui devaient débuter dans 5 semaines, nous parlera de la situation au Japon. Alors, David. Bonjour à tout le monde. Merci encore une fois à Charles. Merci beaucoup d'animer tout ça, puis de diriger la conversation, puis l'organisation aussi là, avec la FCCQ, puis les partenaires. J'ai vu là, dans les participants qu'on avait beaucoup de collègues aussi. Là, on en a mentionné quelques-uns, là, mais je pense que notre collègue de New York, Catherine Loubier, est en ligne aussi. Claire Rioux, là, qui vient d'être nommée chez Investissement Québec aussi, à l'attraction d'investissement, est en ligne. Donc, je veux les saluer. Là, c'est des joueurs très, très importants, là, tout comme Dominique Marcotte. Et nos collègues là, du MRI à Québec là, avec notre ministre adjoint Éric Marquis. Donc, c'est vos interlocuteurs là, sur le territoire au Québec en première ligne. Donc, bonjour à vous tous. Charles, c'est possible de changer de diapo? Oui. S'il vous plaît. Donc, quelques mises en contexte et chiffres sur le Japon rapidement. Donc, comme Charles l'a mentionné, les Olympiques sont reportés à l'an prochain. On se croise tous les doigts pour que ça se passe. D'ici là, peut-être quelques faits pour vous situer sur le Japon d'aujourd'hui. Donc, le Québec est ici depuis près de 50 ans, depuis 1973. On a une équipe d'une quinzaine de personnes ici, très pluridisciplinaire. Donc, on représente plusieurs industries du Québec,
autant au niveau de l'exportation, que ce soit agroalimentaire, au niveau de la construction, technologie de l'information, évidemment, également de la culture. On a des gens d'investissement à Québec. Donc, on a une des équipes, là, je vous dirais, les plus variées, qui a le plus d'expérience. On a des gens qui sont avec nous depuis une trentaine d'années dans l'équipe, donc une très bonne profondeur de connaissance des relations Québec-Japon. On l'oublie parfois, mais Japon, troisième économie mondiale encore. Tokyo, une des plus grosses, la plus grosse métropole au monde avec le plus important PIB de la planète. Donc, un joueur évidemment majeur à la fois dans sa capitale et le pays. Et le Japon demeure là, pour la 29e année de suite le plus grand créditeur mondial. Donc, c'est un pays qui est lourdement endetté par rapport à son produit intérieur brut, mais qui demeure quand même un joueur financier important dans le monde, ce qui stabilise ses finances. Charles, s'il vous plaît. Donc, petit tour d'horizon. Croissance d'exportation du Québec au Japon qui sont en augmentation dans des secteurs de pointe. Ça ressemble beaucoup à ce que Valérie disait sur la Corée. Une particularité au niveau de l'agroalimentaire qui est très, très fort au Japon. Donc, près de 40 % de nos exportations québécoises au Japon viennent du secteur de l'agroalimentaire. Donc, je sais qu'on a beaucoup de gens de chambres de commerce en région et on a beaucoup, sans doute, là, de vos clients qui sont nos partenaires ici. Véhicules électriques très répandu au Japon. Donc, c'est une société qui est déjà à l'avant-garde à ce niveau-là. Croissance du tourisme, je dirais que c'était vrai jusqu'à janvier dernier. On a une chute du tourisme en mars de 99,9 % au Japon, comme un peu partout ailleurs, sans doute. Mais c'était vraiment un plan de relance de l'économie de croissance pour cette année qui, espérons-le, sera reporté à l'an prochain. Sur la partie droite de la présentation, je vous invite à regarder peut-être la partie centrale sur la réserve de capital. Ce que ça veut dire, cette indication-là, ce chiffre-là de 6,5 billions, donc c'est 6 500 milliards de dollars, ce sont les réserves de capitaux des entreprises privées japonaises. Et donc, ça équivaut au PIB de plusieurs nations dans le monde. Ce sont les réserves de capital de corporations privées les plus importantes au monde. Et ça, pourquoi je vous souligne ça, en fait, c'est que ça permet, malgré la pandémie là, qui nous frappe tous, ça permet au Japon et aux entreprises japonaises d'être quand même assez stables et assez bien outillées pour la reprise, malgré le fait que le gouvernement injecte des fonds de façon importante. Un peu comme Jean-François le mentionnait, en Chine, les entreprises privées sont mises à profit pour la relance et ils sont bien financés là, à ce niveau-là. Ça représente environ 130 % là, du PIB japonais. C'est à peu près 3 fois plus là, que les réserves de capitaux propres des entreprises aux États-Unis. Donc, très, très important et très, très important là, pour la croissance à l'international et les partenariats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le Japon, en temps de COVID-19, plan d'aide record de 1,9 billion. Encore là, c'est 2000 milliards US. Par capita, c'est le plus gros plan de relance de l'histoire. Point. Donc, c'est énormément d'argent pour un pays qui est déjà lourdement endetté, mais encore une fois, la composition des finances publiques ici est légèrement différente de ce qu'on voit ailleurs et les entreprises sont assez bien capitalisées. Ceci dit, le Japon devra repayer tout ça là, pendant plusieurs générations, sans doute. La principale action du gouvernement japonais pour l'instant est de relancer, évidemment, de sauver les entreprises, mais surtout de relancer la consommation des ménages et de réactiver la participation à l'emploi. Le taux de chômage au Japon est très, très bas parce qu'il y a une décroissance démographique. Donc, le Japon perd entre 100 et 200 000 personnes par année. C'est la population la plus vieille au monde. Celle qui est en deuxième, c'est au Québec. Donc, on n'est pas si loin de cette réalité-là. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe ici. Et depuis le début de la pandémie, là, le Japon a mis beaucoup d'efforts à monopoliser, notamment les femmes qui étaient à l'arrêt pour soit des raisons de santé, soit pour des raisons familiales et inciter les femmes à retourner sur le marché du travail. Donc, on voit un changement assez drastique sur le style classique, disons, japonais, où les hommes sont davantage sur le marché du travail. Et là, on a un changement là, de paradigme important. Et vous voyez là, en dernier lieu que le nombre d'emplois disponibles surpasse les appels à candidature. Donc, une dynamique là, très, très particulière au Japon. Charles, s'il vous plaît.
Donc, peut-être en 2-3 derniers points, quelques aspects sur la relance de l'économie. Je vous disais stimuler donc les dépenses des ménages au niveau du tourisme, la restauration des événements. Donc, le gouvernement va offrir des coupons pour stimuler la dépense des ménages qui représente à peu près 30 de la consommation et du PIB du Japon. Donc, c'est une composante très, très importante. Remise forfaitaire d'un montant en argent, donc à chaque personne qui le demande, relativement similaire à ce qui se passe au Canada. Je vous ai parlé du système de coupons, puis quelque chose qui est particulièrement intéressant pour les entreprises, donc soutien du développement des activités à réaliser à distance et également de la diversification des chaînes d'approvisionnement. Donc, évidemment, les partenaires principaux du Japon dans la région sont la Corée et certainement la Chine. Puis là, le gouvernement incite de façon très importante les entreprises à regarder à l'extérieur de la région pour diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Ça offre des opportunités qui sont sur la prochaine diapo. Merci. Dans des secteurs prioritaires, je vous ai parlé de l'agroalimentaire, l'intelligence artificielle. Donc, le Japon est une société très développée, très avancée, mais qui est relativement en retard à ce niveau-là. Donc, des belles percées possibles pour nous. Technologie médicale, ça va sans dire, ce n'est pas une surprise. Économie des seniors, donc la traduction de Silver Economy. Donc, évidemment, population vieillissante et décroissance démographique fait qu'il y a un attrait particulier pour les technologies qui pourront aider les personnes âgées, notamment dans leur autonomie, à rester à la maison. Et on a parlé un petit peu plus tôt d'électrification des transports. Vous voyez, vous en faites partie indirectement de la stratégie de relance du gouvernement, le groupe de travail qui a été mis sur pied du ministère des Relations internationales afin de coordonner et de sonder les partenaires à la fois gouvernementaux et des organismes pour leur apporter de l'intelligence d'affaires sur les marchés et aussi soutenir l'exportation. Et on serait prêt pour la dernière diapo. Charles, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, vous le voyez, puis Éric Marquis, notre ministre adjoint, il a fait allusion, on a 33 bureaux à l'étranger. Il faut faire appel à nos services. Peut-être quelques derniers aspects sur le Japon et aussi sur l'Asie, je vous dirais en général. Donc, le Japon est un partenaire de longue date du Québec. Je vous disais, on est ici depuis près de 50 ans. Il y a près d'une centaine d'entreprises japonaises établies au Québec qui emploient plus de 8000 personnes, donc on en parle peu. Mais c'est colossal. C'est plus que toutes les entreprises asiatiques hors Japon combinées. C'est plus que les entreprises allemandes ou italiennes. Medicago, dont on parle régulièrement, basé à Québec, qui travaille sur un vaccin pour le COVID, est une filiale de Mitsubishi Tanabe, qui est une entreprise japonaise et avec qui on a d'excellentes relations. Donc, très, très bonnes relations, très stables. Ce sont des partenaires à long terme. J'ai marqué temps et argent investi, opportunité de la distance. Dans le contexte actuel, on est physiquement loin, mais là, tout le monde travaille à distance et donc, je pense que c'est vraiment une opportunité unique de travailler en Asie aujourd'hui et de penser à votre stratégie Asie parce que jadis, il y a quelques mois, on parlait de prendre l'avion, venir faire des rencontres, c'est long, c'est coûteux, ça prend plusieurs missions, alors que là, comme tout se passe de façon virtuelle, il y a vraiment une opportunité qui se crée pour explorer à la fois, évidemment, le Japon, mais la Chine, l'Asie, l'Inde, Singapour, où on est représenté. Donc, je vous invite encore une fois à le faire. Différences culturelles notoires en Asie et au Québec. Ceci dit, nos équipes sont là pour vous accompagner à ce niveau-là. Et finalement, le produit de niche au Japon, je ne vous fais pas de surprise à ce niveau-là. C'est vraiment ce que les Japonais recherchent. Et au niveau de la préparation et de l'accompagnement, encore une fois, à la fois nos équipes ici sur le territoire et nos collègues au Québec, là, qui sont la première ligne au niveau de l'accompagnement, sont vraiment là pour vous fournir de l'information, vous accompagner, vous préparer. Et encore plus dans cette époque un peu étrange où on ne se déplace plus, on n'est plus dans le brouhaha des missions et des rencontres d'affaires. Donc, si vous pensez à l'Asie, je vous incite vivement à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner à designer, si vous voulez, une stratégie pour notre territoire. Merci bien. Excellent. Merci beaucoup, David. Merci à vous quatre pour ces présentations-là fort intéressantes et fort pertinentes, je pense, sur les différences régionales aussi qu'on peut observer. Il nous reste peut-être 10-12 minutes, alors je vais prendre quelques questions. Je vous demanderai,
d'adresser votre question à un de nos conférenciers en particulier et de garder vos questions les plus courtes possibles pour en avoir le maximum. Alors, je débuterai avec M. Frédéric Gagnon. Vous nous entendez? M. Gagnon? Passer à une autre question. Puis oui, alors, parfait. Non, ben alors, je vais passer à une autre question. Donc, M. André Comlesi. Bonjour, Charles, ça va? Parfait, merci. Allez-y. Ouais. Excusez-moi du délai. Alors, ma question est pour M. Brulotte de Tokyo, la délégation à Tokyo. Tantôt, vous avez mentionné que le gouvernement japonais a mis en place une politique pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement. En fait, j'imagine que vous faites référence à une annonce qu'ils ont faite il y a quelques semaines où ils ont annoncé qu'ils souhaitaient financer la délocalisation d'entreprises japonaises qui sont présentes en Chine, ça pour les rapatrier chez eux ou dans d'autres pays à l'extérieur du territoire chinois. Comment s'est perçue cette approche-là? Parce que c'est quand même assez... ça a comme passé un peu inaperçu il y a quelques semaines dans le cadre de la crise du COVID, mais c'est quand même un geste assez radical de la part d'un gouvernement qui... j'imagine que les autorités chinoises ont dû mal percevoir ça, d'une part. Puis deuxièmement, quel impact que ça peut avoir par rapport aux entreprises québécoises qui font affaire avec des filiales japonaises et qui font affaire avec ces entreprises-là qui sont présentement un peu en Chine. Alors, comment on note ça? Parce que ça sent un peu la guerre commerciale potentielle, j'ai l'impression, ou une mesure protectionniste très agressive. C'est vraiment une excellente question, merci. Et ça me fait sourire parce que j'utiliserai mon effet de miroir puis j'enverrai une partie de la question chez Jean-François pour voir si lui a entendu parler de ça le côté Chine. Je prends quand même le premier 80%, disons. La mesure est annoncée il y a quelques semaines, en effet. Évidemment, c'est une espèce d'onde de choc parce que c'est, à mes yeux personnels, ce que les Japonais disent tout haut, qu'un peu tout le monde pense tout bas. De dire on est trop exposé à des chaînes d'approvisionnement en Chine. Je pense que les Chinois s'en rendent compte aussi et qu'il y aura des mouvements de diversification, là, certes, là, à la fois dans la région puis globalement, c'est certain. Ceci dit, la mesure initiale qui a été annoncée est de 2 milliards de dollars US, qui est assez faible si on compare aux 2000 milliards qui ont été annoncés pour tout le reste. Donc, dans un contexte où on pense, par exemple, prenons un exemple banal, à Toyota qui voudrait rapatrier une certaine partie de sa production. Il y a d'autres conglomérats, là, notamment automobiles, qui ont annoncé qu'ils le feraient. 2 milliards pour eux, bon, c'est une goutte dans une piscine ou un océan d'eau, donc ça représente très peu. Ceci dit, je pense qu'il y a des opportunités et on les a identifiées et c'est un mouvement complexe, mais des opportunités notamment pour l'Asie du Sud-Est où nous, on est présent et on fait affaire avec René qui est à Singapour, au Mexique également. Et donc, on essaie d'utiliser cette espèce de triangle-là pour voir comment le Québec peut s'insérer là-dedans. En première ligne, avant cet effort de triangulation-là, c'est vraiment de trouver des secteurs de force. Et là, il y a une grande concertation qui se fait avec les MEI, IQI, pour travailler avec les entreprises exportatrices du Québec et les donneurs d'ordre pour voir dans quelle chaîne d'approvisionnement, quel secteur de force ces entreprises-là pourraient s'inscrire. Là, on ne parle pas de 18 secteurs, ça va être peut-être 3 ou 4 au Japon, ça va être 5 ou 6 en Asie globalement, peut-être un peu plus aux États-Unis vu la proximité du marché. Et là, c'est vraiment notre tâche première d'identifier des pistes d'opportunités, de relayer ça aux entreprises québécoises. Et on en a déjà, là, on a eu un appel, puis je donne ce dernier exemple très pratico-pratique, mais un gestionnaire de maisons pour personnes âgées, hein, puis je n'entrerai pas dans toute cette conversation-là, mais au Japon, c'est complètement différent de la façon dont c'est géré. Il y a des grands groupes privés qui gèrent ce type d'institution-là. Et on a 2 entreprises québécoises qui ont fait un pitch
tout récemment avec le VP approvisionnement d'une de ces deux compagnies qu'on a approchées qui gère 250 domiciles. Ils ont une technologie de pointe, évidemment, très, très sophistiquée en AI, intelligence artificielle, suivi des données corporelles, par exemple. Et bon, le maillage est fait déjà, puis il semble qu'il y aurait des prototypes qui sont envoyés et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis c'est là où on sollicite aussi les entreprises, en passant par nos collègues au Québec, qui ont des solutions, des idées qui pensent être adéquates pour nos marchés de venir nous voir. Je ne sais pas si Jean-François, tu as eu écho de cette réforme à la fois au Japon, mais j'imagine qu'il y a plusieurs autres pays là, qui envoient un peu ce signal-là aussi. Je pense que tu as bien répondu. C'est sûr que je pense aussi que la crise a emmené un peu tout le monde à justement réfléchir sur ses dépendances en termes d'approvisionnement, en termes de chaîne de valeur et tout ça. Donc, il y a un bouleversement là-dedans. Je ne pense pas que la Chine ait vu ça comme une agression majeure là, pour l'instant, en tout cas. Puis, il n'y a pas eu beaucoup d'écho de ça. Merci, M. Comlesi. J'ai reçu On peut peut-être ajouter là-dessus rapidement que pour ce qui est de la relocalisation d'opérations manufacturières, un pays comme l'Inde a été extrêmement agressif ces dernières semaines pour essayer d'attirer notamment des entreprises américaines qui sont établies en Chine à déplacer leurs activités sur le territoire indien. Donc, c'est un jeu qui il y a quand même une dynamique assez significative qui est en jeu et qui, évidemment, va falloir, ça va informer nos positionnements. Bien, merci, M. Comlesi. Alors, je vois le temps passer. On avait beaucoup de contenu, évidemment, aujourd'hui, mais je voudrais poser une question à Valérie et Jean-François. Peut-être la même question, puis un complément aussi pour Jean-François. Donc, on a parlé beaucoup du télétravail, puis donc des changements dans les habitudes de faire des affaires, mais est-ce que culturellement, à la fois en Corée et en Chine, à titre d'exemple, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé et qui pourrait être signe de succès? Puis je rajouterais, M. Lépine, aussi peut-être nous mettre à jour sur les récents développements dans l'affaire Huawei, quels sont les impacts qu'on peut avoir en ce moment. Alors peut-être Mme Boissonneau pour débuter. Donc, juste pour recadrer votre question, là, en fait, pour rebondir sur ce que David disait là, sur justement l'acceptation, peut-être, la démocratisation de la numérisation des rencontres, c'est ça qu'on parle? Oui. Je pense que oui, c'est une réalité. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une conférence organisée par le maire de Séoul qui invitait la mairesse de Montréal à se joindre à l'intervention, à parler justement de la gestion de crise du COVID qui a été faite à Montréal. Normalement, en plus dans ce contexte-ci, je ne pense pas que ça aurait été possible d'avoir des gens de partout dans le monde. Finalement, la mairesse de Montréal a accepté de prendre la parole aux côtés du maire de Londres et en tout cas d'une série d'autres maires. Et donc, voilà, et c'était tout à fait acceptable. Et donc, c'est la démocratisation du numérique. Et puis, justement, là, comme David le disait, je suis convaincue que justement, ça va peut-être même développer davantage l'Asie depuis notre salon, depuis notre cuisine. Puis lorsqu'on va se déplacer, le moment que ça va arriver, ça va être justement pour peut-être avoir quelque chose de très tangible et des vrais résultats, si on peut dire. Excellent. Surtout avec l'appellation du New Deal numérique que vous avez utilisé tout à l'heure, je pense que c'est donc, ça donne le ton sur la volonté de la Corée à ça. Et juste pour compléter, il faut savoir que oui, l'économie reprend en Corée, par exemple, mais tous les grands groupes n'acceptent aucun visiteur étranger au sein de leurs édifices. Donc, ça reste toujours très difficile et ça va rester. Excellent. Monsieur Lépine. En Chine, on dit toujours que le guanxi, donc les relations personnelles sont très importantes dans les affaires et tout ça, le contact et tout. Mais à la base de ça, qu'est-ce que c'est? C'est cette volonté des partenaires de dialoguer, de parler autant de leur vie privée que de leurs affaires avant de conclure des affaires comme telles. Et les Chinois sont des experts dans tout ce qui s'appelle les nouveaux médias. Quand j'ai parlé des nouvelles infrastructures, c'est pour développer encore tout ça. Donc, on n'a pas vu beaucoup de situations vraiment différentes sur le plan même culturel quand on a voulu reprendre, quand les gens d'affaires ont voulu reprendre avec leurs partenaires. C'est pour ça que je disais tantôt,
profiter des médias, des nouveaux médias pour reprendre contact avec vos partenaires sur place. Un échange maintenant sur le web est presque aussi important parce que tout le monde le vit sur la planète et ça va transgresser les barrières culturelles qui, autrefois, peut-être auraient voulu un contact personnel et qui maintenant font en sorte que les contacts se font différemment. Maintenant, pour l'affaire Huawei, brièvement, vous êtes au courant du jugement de la Cour de Colombie-Britannique. Le processus judiciaire continue. Donc, le tribunal a dit oui, les accusations portées par les États-Unis comme contre Mme Meng pourraient être jugées éventuellement comme des actes criminels en vertu du droit canadien aussi. Donc, nous entendons la cause, nous poursuivons l'audition de la cause en extradition. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Je peux vous dire que ce matin, on a eu une réunion de toutes nos équipes économiques avec la Chine et puis je leur ai demandé à chacune et à chacun et on commence déjà malheureusement à avoir le type d'intimidation qu'on a dû subir pendant toute l'année 2019, c'est-à-dire beaucoup de partenaires qui nous disent « ben là, je ne peux pas promouvoir tes produits, je ne peux pas afficher ma relation officiellement avec le Canada autant que je pouvais le faire avant et tout ça. » Ça, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ça n'empêche pas de faire des affaires, surtout quand, par exemple, on n'est pas nécessairement dans les produits affichés. Et pour la consommation, on a vu dans tous les produits de consommation courante en agroalimentaire au Québec, le porc, etc., une recrudescence de nos ventes en Chine pendant la période du confinement en Chine et depuis. Donc, il y a une persistance de ça. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de volonté de boycotter ou de créer une situation négative, mais c'est extrêmement sensible. C'est un conflit diplomatique que j'ai décrit un petit peu ce matin à mes employés, cette caricature de Chapelot dans la presse, ces deux immenses blocs de béton qui tassent au milieu Justin Trudeau écrabouillé, puis les deux blocs de béton, c'est deux puissances extrêmement fortes qui font pression sur le Canada, à la fois les États-Unis et la Chine. C'est une situation extrêmement délicate. Il faut être résilient quand même, continuer à aller vers ce marché-là, et c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement facile au cours des prochains mois. On espère une solution. Excellent. Merci pour les précisions, M. Lépine. Je laisserai le mot de la fin à Claude de BMO, s'il vous plaît. Merci, Charles, et merci à vous quatre pour ce partage d'informations si précieux pour les entrepreneurs du Québec. Autant comme David le disait un peu plus tôt, le Québec représente et ressemble étrangement aussi au Japon. Nous sommes la deuxième population qui vieillissons le plus rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut faire avec vos bureaux de représentation, avec vous, mais en même temps, c'est de vous remercier pour l'accompagnement que vous offrez à nos entreprises. Je pense que COVID va changer la donne, non seulement au Québec, au Canada et aux États-Unis, mais va changer la donne partout sur la planète. Je pense qu'il y a de très belles opportunités qui s'offrent à nos entreprises canadiennes et québécoises. Et merci d'être là pour, les renseigner, les guider, les accompagner. Vous faites un travail extraordinaire. Puis la Fédération des chambres de commerce se joint à vous, l'ensemble des chambres au Québec, pour faire en sorte qu'on va multiplier davantage le nombre de relations profitables pour les deux côtés de la médaille. Donc, un grand merci. Et merci Charles et à la FCCQ pour l'organisation de ce webinaire. Et merci à tous ceux qui y ont participé. Fait que je vous salue bien bas et au plaisir de vous revoir tous bientôt. Excellent. Alors, encore une fois, merci à BMO. Merci beaucoup à M. Marquis, Mme Boissonneau, M. Brulotte, M. Lépine de votre disponibilité. On n'aura pas réglé le sort de l'Asie en 60 minutes, alors il faudra vous réinviter. Et ce sera avec grand plaisir pour voir l'évolution de la situation. Je vous rappelle les deux prochains rendez-vous, donc avec vos collègues de l'Europe le 16 juin prochain à 10h et ceux des États-Unis le 22 juin à midi. Alors, encore une fois, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci Charles. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Bye bye.